Ce qui est marrant, c'est ceux que ça étonne. Je veux dire, le mensonge est consubstantiel au talmudisme. C'est pas étonnant qu'il y ait un rabbin mente. Les Grecs en état de choc, le gouvernement a annoncé la fermeture des chaînes de télévision et de radio du groupe public ERT hier soir. Peu après 23h heure d'Athènes, les programmes des 3 chaînes analogiques ont cessé d'émettre, tout comme les radios. Seule la chaîne internationale continuait de diffuser ses programmes. Les salariés l'ont appris hier en fin d'après-midi. Ils sont tous renvoyés sur le champ. La coupure totale, même la dictature, quand j'étais petite, n'avait pas osé faire une chose pareille. L'entrée des studios décentralisés sont désormais bloquées par la police. Demain, tous les syndicats du pays appellent à une grève générale. Ça, c'est encore une illustration de mon analyse générale sur la manière dont l'empire de l'argent détruit les nations par une stratégie d'endettement forcé, pour après détruire tout ce qui fait la nation, c'est-à-dire les services publics, pour que un pays qui cesse d'être structuré par la nation soit totalement livré au marché et à ceux qui détiennent le marché, parce qu'en plus on n'est pas dans une logique libérale de marché concurrentiel, mais donc ça veut dire à l'empire mondial de l'argent. Et la Grèce, c'est parfaitement une démonstration parfaite de ce qui nous attend. C'est le laboratoire en fait du nouvel ordre mondial, parce que c'est un pays quand même emblématique, puisque c'est le pays originaire dont notre civilisation vient, qu'on a poussé à l'endettement par des manipulations de Goldman Sachs. Tout commence en 2001. La Grèce rentre de justesse dans la zone euro. Pour répondre aux critères draconiens européens sans trop se serrer la ceinture, elle fait appel aux experts de Goldman Sachs. Diminuer sa dette tout en continuant à dépenser, c'est possible. Goldman Sachs prend 10 milliards de dettes émises en dollars et en yens et les transforme en 9 milliards de dettes apparentes et 1 milliard de cash, le tout en euros. L'astuce, utiliser un taux de change sur mesure. Mais ça ne suffit pas. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite en vendant ses recettes de demain. Dans le but que l'État tombe en faillite et qu'il ne puisse plus rembourser, on lui a imposé des restructurations drastiques et tout ça passe par l'Union européenne. Le Parlement grec a adopté dans la nuit de dimanche à lundi de nouvelles mesures de rigueur. Des mesures exigées par la zone euro et le FMI pour poursuivre leur versement de prêts d'un total de 8,8 milliards d'euros. La loi prévoit une restructuration du secteur public avec la suppression de 15 000 postes d'ici fin 2014. Elle prévoit aussi l'extension d'un impôt foncier très impopulaire. On voit bien que l'Union européenne est totalement, partie prenante de toute cette saloperie, qui correspond en fait à détruire le corps de fonctionnaires, réduire les salaires, tout privatiser, vendre les bijoux de la couronne, des îles, des trucs, etc. Et en dernière instance, là, on supprime la télévision d'État. Alors évidemment, ça peut faire ricaner certains, parce que les journalistes, si la France 2 disparaissait, on rigolerait doucement, parce que c'est après toutes les et tous les collabos qui se retrouvent au chômage. Mais en fait, c'est pour dire que derrière, tout ne soit plus que dans la main du marché, et donc des oligopoles, des trusts, des monopoles, etc. Et on voit malheureusement que le peuple grec se révolte et proteste, mais lentement et sûrement, tout s'effectue. Et je pense que la Grèce est un laboratoire de ce qui nous attend demain, et que les tenants de nouvel ordre mondial regardent effectivement comment la population grecque se soumet, résiste, pour effectivement vérifier. C'est une répétition générale, et je pense que le destin de la Grèce, c'est le destin de tous les pays du Nord, de tous les pays déjà de l'Union européenne. On voit bien que la Grèce est dans la logique de la Grèce est celle du Portugal, celle de l'Espagne, celle de l'Italie, celle de la France, puisqu'on est déjà sur le CDI, etc., où le personnel politique est là finalement pour faire valider la mise en place du nouvel ordre mondial, qui est la destruction des nations et la domination totale des peuples, réduit au rôle de d'ilotes et de consommateurs sans identité culturelle forte et sans identité nationale, réduite à la domination des monopoles, des oligopoles, avec au-dessus effectivement le pouvoir monétaire cosmopolite incarné par ceux qui tiennent le dollar et ceux qui tiennent la finance mondiale, c'est-à-dire, comme je l'ai dit, Wall Street et la City. Voilà. Et effectivement, c'est quelque chose de très violent de voir que la Grèce, qui est quand même
un pays assez proche de nous. Aujourd'hui, du jour au lendemain, on dit que les tenants de l'État disent on n'a plus les moyens d'une télé d'État, on l'arrête du jour au lendemain pourquoi ? Parce qu'il faut rembourser la dette. Tout le monde savait qu'on était en train de discuter de la restructuration de toutes les institutions et services publics. C'était une exigence de la Troïka, il fallait réduire l'État et licencier du personnel, 12 à 14 000 personnes d'ici la fin de l'été et beaucoup plus après. Et puis il y avait aussi une date butoir de 4 000 fonctionnaires qui devaient être licenciés avant la fin juillet. C'est-à-dire que tout ça pour payer le racket bancaire, c'est-à-dire que c'est la destruction des structures de l'État par le racket bancaire. La logique de la banque n'est pas seulement de faire du profit, c'est la prise du pouvoir politique par la dette systématique et irremboursable. Hein, on voit bien que et la prise de pouvoir politique par la banque, c'est qui est derrière la banque. Hein, c'est ça. Quand on a compris qui est derrière la banque, si on a lu Ezra Pound, si on a lu Eustace Mullins et les livres que nous à Égalité et Réconciliation via Contre-Culture, on se fait chier à rééditer, c'est pour bien comprendre que ce pouvoir politique sur le monde par une toute petite minorité, certes composite mais avec un noyau dur de l'Ancien Testament très, très identifiable, a déclaré la guerre aux nations et aux peuples pour les réduire en esclavage en se servant d'un vecteur qui est la banque et la logique bancaire, qui est une logique de dette non remboursable, et au nom de cette dette non remboursable, on dissout les États-providence, on dissout l'État, on livre le citoyen, non plus d'ailleurs au pouvoir de l'État, mais au pouvoir de la banque. On pouvait d'ailleurs voir que le processus finalement de ces 2 derniers siècles, c'est d'avoir supprimé les corps intermédiaires pour qu'il n'y ait plus que le citoyen face à l'État. C'est la Révolution française. Et à la fin, on tue l'État, il n'y a plus que le citoyen, c'est-à-dire l'individu, face à la puissance bancaire mondiale. Et puis donc on en est là. On arrive finalement à cet homme isolé, donc ça c'est par la logique politico-bancaire, et qui est accompagné par l'idéologie de l'individualisme intégral et de la pulsion individuelle, qui rejoint l'histoire du mariage pour tous au nom de la liberté, de l'égalité et de l'amour inconditionnel et inconditionné. Et on voit bien effectivement que le projet du nouvel ordre mondial, c'est un gouvernement mondial. On va aller vers un monde radicalement nouveau, des technologies nouvelles, un rapport de pouvoir nouveau. Les États-Unis ne seront plus la première puissance du monde qui gouverne le monde, qui ne voudra même plus gouverner le monde. Où il faudra soit accepter un désordre général, soit mettre en place un ordre planétaire avec un gouvernement mondial, avec une sorte de monnaie mondiale comme on l'a fait pour l'Europe. Et qui sera une monnaie purement virtuelle et sans aucune réalité, ni métal, ni même à la fin papier, hein, c'est-à-dire l'histoire du code barre ou de la puce directement dans la tronche, comme il est bien dit dans l'Apocalypse de Jean, quelque part, quand on l'a lu grâce à Jovanovic, et que entre ce pouvoir bancaire de cette oligarchie et l'individu réduit à être un simple consommateur pulsionnel dépressif, dont les modèles d'identification seront déjà, on le dit Caroline Forrest, Elisabeth Lévy, c'est-à-dire des gonzesses hystériques. C'est un peu là aussi, ça rejoint la théorie de la jeune fille des situationnistes, qui ont les mêmes idées que j'avais vers la féminisation, c'est-à-dire le plus bas niveau de conscience, c'est la jeune fille bourgeoise de gauche. Il faut que tout le monde descende à ce niveau d'inconscience. Pour rester dans la thématique. Vous êtes favorable à la peine de mort? Pas vraiment, non. Favorable à la contraception? Oui. À l'avortement? Oui, oui. Et à la peine de mort pour les assassins d'enfants? Mais toujours pas. Alors, la première fois que j'ai rencontré François Hollande, c'était à côté de la maison de la radio. Moi, j'ai rencontré un homme humble, très... Moi, j'étais très impressionnée par son discours, d'investiture. La force de l'orateur. On voit bien que le projet du gouvernement mondial, c'est une oligarchie très très marquée racialement, ethniquement et religieusement. Attali dit tout dans ses conférences privées. Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Qui règne sur un monde d'ilotes et de consommateurs dépressifs et sans aucune et déconscientisés volontairement. Et ça au niveau planétaire et mondial. Avec, je vais pas pousser plus loin parce que on pourra creuser. Vous verrez après que d'autres choses viendront finalement, qu'au nom de la laïcité, on verra d'autres religions s'imposer finalement. Payon fait déjà le travail partiellement. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Vous verrez que tout ça, si on ne reprend pas la main à un moment donné et si on ne gagne pas cette bataille, vous verrez tout ça s'accomplir sous vos yeux
Ça va prendre quelques années encore, et vous direz que Soral avait tout vu, tout compris et tout dit. Hein, voilà. Donc la Grèce, effectivement, c'est regardez bien ce qui se passe en Grèce. C'est le laboratoire de ce qui est prévu pour nous demain, hein, en tant que pour la nation française et pour toutes les nations du monde à terme. Qui va remplacer Mahmoud Ahmadinejad à la présidence de l'Iran le 14 juin? Les candidats à sa succession ont commencé à s'inscrire ce mardi. Parmi les favoris, Hassan Rouhani, mollah réformateur et modéré, a déposé sa candidature. Rouhani connaît bien les problématiques internationales de l'Iran. Il est l'ancien négociateur de son pays sur le nucléaire. Je veux, a-t-il déclaré, à travers la formation d'un gouvernement de prudence et d'espoir, sauver l'économie, rétablir la moralité dans la société et interagir de façon constructive avec le monde. À la une des journaux algériens ce dimanche, le président Abdelaziz Bouteflika. À Alger, dans la capitale, les habitants ont souhaité au chef de l'État un prompt rétablissement, rendant hommage à l'homme qui a aidé l'Algérie à traverser une guerre sanglante avec les islamistes dans les années 90. Avant, nous avons beaucoup souffert. Depuis qu'il a pris le pouvoir, il a mis en place beaucoup de choses. Nous sommes rassurés. D'autres font un bilan de ces 14 ans de règne beaucoup plus sévère. Un jeune Algérien sur 5 est au chômage et de nombreux Algériens sont frustrés par la gouvernance du pays depuis son indépendance de la France en 1962. En dépit de son âge et de sa santé fragile, certains pensent que le président Bouteflika, au pouvoir depuis 1999, pourrait briguer un 4e mandat. Les élections présidentielles sont prévues dès l'année prochaine. Les élections en Iran, c'est le temps qu'on monte, c'est fait. Alors, effectivement, l'Iran et l'Algérie sont des nations, et des nations puissantes. L'Iran, parce que c'est un pays millénaire, c'est la Perse, et l'Algérie, qui est un pays récent, parce que ça agace quand on le dit, hein, contrairement à son voisin marocain, est une nation forte parce qu'elle s'est constituée, exactement comme la nation allemande ou la nation italienne s'est constituée fortement par opposition à l'impérialisme napoléonien et français. C'est cette dialectique de l'histoire qu'on comprend quand on étudie Marx et encore plus Hegel, c'est que la nation algérienne est forte, alors que c'est une nation récente qui n'a pas de profondeur historique, hein, parce qu'elle s'est opposée violemment avec une nation, elle, qui avait une énorme épaisseur historique, qui était la nation française. C'est-à-dire que toute la force de la nation algérienne, c'est d'être une anti-nation française, mais exactement, finalement, un calque de la nation française, avec le même centralisme, la même arrogance, la même foi, etc. C'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, les plus virulents du nationalisme algérien FLN ne se rendent pas compte que finalement, c'est la conséquence dialectique et paradoxale de la colonisation française. Hein, finalement, le nationalisme algérien est l'enfant involontaire finalement du colonialisme français. Exactement comme finalement, si à un moment donné l'Allemagne nous a vaincus en 70, nous a pas mal secoué en 14-18 et vaincu en 39, c'est à cause du nationalisme français propagé par Napoléon. Hein, c'est la même dialectique de l'histoire. Hein, voilà. Donc, une fois cette petite digression faite, il y a deux nations fortes encore qui résistent au niveau, on va dire, des pays qu'on peut classer dans les pays musulmans, même s'il y a un chiite et l'autre dont l'islam n'est pas tout à fait la religion d'État, mais je ne sais pas d'ailleurs l'Algérie, qui est officiellement une nation laïque et socialiste, mais où l'islam est très, très implanté et absolument pas combattu d'ailleurs par le régime. Hein, c'est la religion culturelle, on va dire. C'est exactement comme pour le catholicisme en France jusqu'à Vatican II. En gros, ce sont deux nations qui ont vocation à être déstabilisées prochainement pour les raisons que je vous ai dites, parce que toutes les nations doivent se soumettre au nouvel ordre mondial. Alors évidemment, il y a les nations du Nord, on en a parlé, les nations européennes comme la Grèce, la France, la Suède, mais il y a aussi l'Iran et il y a aussi l'Algérie. Hein, c'est pour ça que ceux qui se réjouissent, qui jouissent de voir la nation française persécutée par les maîtres du nouvel ordre mondial, comprennent bien que c'est la même chose qui les attend. C'est ce que je dis au Roya Boutelja et à l'hystérique qui partage sa couche et qui lui donne ses idées. Nous sommes ici, non seulement pour honorer donc la mémoire de nos morts, mais nous sommes ici également parce que dans ce pays, la chasse aux étrangers continue. C'est la continuité du crime du 17 octobre qui se perpétue aujourd'hui à travers la figure de l'étranger,
à travers la figure du musulman, à travers la figure du bronzé, du noir. Parce qu'évidemment, elle n'est qu'un porte-voix. C'est que tout ça va s'abattre aussi sur le pays de leur cœur. Voilà. Et pour l'Iran, les élections sont en ce moment. Et malheureusement, je ne le prévoyais pas du tout d'ailleurs, le candidat qui est en train de gagner haut la main n'est pas le candidat de la continuation du travail de Ahmadinejad, mais un candidat qui est à la fois religieux et modéré. Le candidat modéré Hassan Rouhani sort largement en tête du premier tour des élections présidentielles en Iran. Sur près de 18% des bulletins dépouillés, il obtiendrait 52% des suffrages, soit un score suffisant pour l'emporter dès le premier tour. Et qui est pour essayer de sortir de l'isolement et des embargos. Dans ses meetings, très suivis par les jeunes, il a réclamé la libération des prisonniers politiques après l'élection contestée de 2009, pointé du doigt les dérives autoritaires et répété que l'Iran devait sortir de l'isolement en renouant le dialogue avec l'Occident. Nous avons besoin de sortir de l'extrémisme. Cela concerne aussi notre politique étrangère. Donc, malheureusement, en Iran, je dis malheureusement pour des intérêts qui sont les nôtres, pas forcément ceux du peuple iranien du quotidien, l'embargo imposé à l'Iran pour son insoumission à travers la politique d'Ahmadinejad, insoumission au vrai pouvoir mondial, c'est-à-dire à Israël, il faut bien le comprendre, donc aux États-Unis qui passent en second, et pas l'inverse, puisqu'on le sait très bien, les Américains n'ont aucune raison d'être hostiles à l'Iran si c'était leur était pas ordonné par ceux qui les commandent, qui sont Israël. When I hear the talk about, well, you can't talk with Iran, you can't talk with Syria, and we should stay where we are and support Israel and so on, well, you miss the point. We are not going to have peace, stability, security, or anything that even hints of it in the Middle East until Iran and Syria and all the players are part of it. The United States shouldn't even be thinking about the options of bombing Iran or anybody else. I mean, we got our hands full right now. You said the Jewish lobby intimidates a lot of people up here. I'm not an Israeli senator. I'm a United States senator. This pressure makes us do dumb things at times. Right. So give me an example of where we've been intimidated by the Israeli Jewish lobby to do something dumb regarding the Mideast, Israel, or anywhere else. Well, I can't give you an example. Thank you. Do you agree with me? You shouldn't have said something like that? Yes, I do. I've already said that. Tout le monde l'a compris, je crois, aujourd'hui. Celui qui est en train de gagner les élections en Iran est quelqu'un qui est là pour vouloir réintégrer, on va dire, un peu le nouvel ordre mondial, pour sortir d'une politique d'embargo qui coûte très cher sur le plan du business. On a vraiment besoin de quelqu'un qui doit améliorer nos relations avec le monde. Il faut faire venir les touristes et permettre au pays d'exporter son artisanat. De fait, l'économie du pays est à bout de souffle, épuisée notamment par les sanctions de plus en plus dures adoptées par la communauté internationale contre le programme nucléaire iranien. Une inflation qui dépasse les 30%, une monnaie qui a perdu 80% de sa valeur en moins de 2 ans et un système bancaire au bord de l'explosion. La question a forcément envahi le débat électoral, y compris au bazar d'Ispahan, où certains réclament d'urgence un changement. Et c'est pas une bonne nouvelle pour le monde multipolaire et la résistance. Ou alors c'est encore beaucoup plus subtil et j'ai pas tout compris, mais l'Occident se réjouit de l'élection de ce religieux modéré, c'est-à-dire en fait un mec du business qui veut sortir de la logique radicale d'Ahmadinejad. Voilà. Donc ce qui prouve d'ailleurs que l'Iran est une vraie démocratie, puisque le pouvoir peut basculer à la suite d'une élection populaire, et il semble que la ligne dure d'Ahmadinejad sur la question sioniste, sur la question de l'insoumission au nouvel ordre mondial, ce qui est la même chose, faut bien le comprendre. C'est pour ça qu'on avait fait la liste antisioniste à l'époque, on parlait de bien au-delà de la question palestinienne, on parlait de l'insoumission au nouvel ordre mondial et à la dictature et au fascisme authentique, ça c'est pour les antifas, quoi. Le vrai fascisme c'est celui-là. Et il semblerait que la continuité ne soit pas assurée et que le peuple, finalement comme tous les peuples fatigués d'un dirigeant qui met la barre trop haut et qui est trop dans l'eschatologie, préfère plutôt le confort du quotidien et la consommation, quoi, finalement. Je pense un peu avec une élection démocratique qui amène finalement à une vision de bonne femme, la vision du Kaaba, et puis la vision du businessman aussi. N'oublions pas que l'Iran, avant de basculer dans la révolution islamique, était un pays qui marchait la main dans la main avec le Shah d'Iran, avec les États-Unis, et que tout ça est encore présent là-bas. Il y a encore
pour réanimer ces liens, il faudrait pas grand-chose. Et c'est pour ça que si cette élection est confirmée, on risque de voir évoluer très vite la situation iranienne. C'est-à-dire qu'on évitera peut-être un conflit violent avec l'Iran, qui finalement se calmera sur sa résistance au nouvel ordre mondial, mais on aura un allié de moins, je dirais, pour Poutine, et ça pose une question un peu embêtante pour la Syrie. Donc il faudrait demander son avis à Messan, qui connaît peut-être un peu mieux le sujet, mais ce n'est pas très rassurant pour l'idée d'un monde multipolaire et pour la résistance au nouvel ordre mondial, de voir que le candidat qui arrive très haut la main au premier tour est ce religieux modéré qui peut sortir l'Iran de son isolement, ce qui veut dire en fait cesser de résister aux impératifs du nouvel ordre mondial dictés par, on va dire, l'impérialisme américano-sioniste. Voilà. Comme tous les 10 mai depuis 2006, le président de la République rend hommage aux victimes de l'esclavage. Façon de réparer symboliquement les actes commis par la France. Mais pour les associations, le symbole ne suffit plus. Ce qu'ils demandent aujourd'hui à l'État, ce sont des réparations financières. Des grandes banques qui ont profité de l'esclavage peuvent payer des projets sociaux. L'État peut faire des choses matérielles. J'ai parlé de la réforme agraire. Le musée de l'esclavage, c'est à la fois une réparation morale et financière, puisque un musée, ça coûte quand même de l'argent. Dans les jardins du Luxembourg, François Hollande souligne la part funeste prise par la France dans l'exploitation des terres d'Afrique. Mais il rejette les demandes d'indemnisation financière, citant les mots du poète martiniquais Aimé Césaire. Il y aurait une note à payer, à acquitter, puis ça en serait fini? Non, répondit-il. Il y a eu une double surprise, il y a eu quelque chose d'assez paradoxal, c'est que les Noirs ont obtenu sur le modèle juif le droit à la repentance de la part des méchants colonisateurs blancs et la reconnaissance de leur communautarisme victimaire et de leur souffrance. Bon, c'est ambigu, mais en même temps on leur a dit que leur souffrance était tellement incommensurable et immesurable qu'ils ne toucheraient pas un copec, alors que beaucoup étaient montés dans ce truc en espérant toucher un jour du pognon. L'esclavage, on l'oublie, c'est deux choses. La privation de liberté avec les sévices, les tortures, et ça c'est irréparable. Mais c'est aussi la privation de salaire, ce qui fait que les esclaves n'ont pu laisser à leurs descendants que la pauvreté en héritage. Et ça c'est réparable. Nous demandons que la Caisse des dépôts et consignations et ses différentes filiales concernées soient condamnées par le tribunal de grande instance de Paris à abonder au minimum à titre provisionnel pour au moins 10 millions d'euros. Pognon qui ne sera jamais redistribué aux héritiers des souffrances, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire grand-chose, là, parce que ça devient très bizarre. Exactement comme les 3/4 de l'argent qui va, si tu veux, pour les victimes de l'Holocauste ne vont pas aux victimes des camps, mais vont directement à New York. Chez les gens qui n'en ont jamais eu besoin et n'ont jamais mérité. Voilà. Donc là, il y a cette espèce de paradoxe et ce crachat dans la gueule, on va dire, du cran, qui est une création du CRIF pour répondre à la question que posait Dieudonné. C'est qu'on leur dit, on reconnaît votre souffrance, mais vous ne toucherez pas un rond. Le premier de ces messages, c'est l'impossible réparation. Je sais qu'un certain nombre de voix, depuis longtemps, la réclament, et que leur répondait Aimé Césaire. Ce qui a été, a été. Ça ne sera jamais réglé, parce que l'histoire ne s'efface jamais. Elle ne peut pas faire l'objet de transactions au terme d'une comptabilité qui serait en tout point impossible à établir. Voilà, ça a été dit explicitement. Ce qui veut bien dire deux choses. Un, cette histoire de repentance et comment j'appelle ça, de repentance avec réparation est une absurdité de l'histoire. Ça n'a jamais existé. Toute l'histoire du monde sont des histoires de spoliation, de persécution, de massacre, et on ne peut pas fonder l'histoire sur, la recherche des responsables permanents et de ceux qui devraient payer, parce que sinon, nous, on peut demander aux Romains, qui nous ont quand même tué 1 million de Gaulois pour nous réduire, nous piller, nous voler et nous soumettre à leur civilisation. Se rappeler l'épopée de Vercingétorix, on peut demander du pognon aujourd'hui finalement aux Italiens. C'est pas absurde puisque les Israéliens sont bien retournés en Palestine occupée pour un truc qui a été pondu il y a 2500 ans. Donc c'est plus vieux. La légitimité des Juifs sur la Palestine est historiquement
encore plus absurde ou moins valide que le droit pour nous de nous plaindre auprès des Italiens de ce que César a fait subir à la Gaule en 50 avant Jésus-Christ, je crois. En fait, toute cette vision de l'histoire basée sur la repentance, les réparations, est un truc qui a été inventé par la communauté juive américaine en 1945 au procès de Nuremberg, qui n'a aucun sens et qui est complètement délirant, et qui n'est valable que pour eux. En fait, c'est un moyen, il faut le dire, de raquette complémentaire de la mathématique et de la mathématique bancaire. Et là, c'est par la moraline. C'est un moyen de soutirer du pognon. Mais ce n'est pas applicable à d'autres qu'eux. Et les Noirs ne l'avaient pas compris. Et le pouvoir français leur a rappelé, bon, on veut bien, pour des raisons de jurisprudence, dire effectivement que si 50 persécutions, ça vaut la repentance et des réparations à milliards, vous, c'est 4 siècles, on s'est obligé d'admettre par un glissement jurisprudentiel que vous y avez droit aussi, mais vous aviez droit qu'au symbolique. Alors le seul choix possible, le plus responsable, c'est celui de la mémoire, c'est la vigilance, c'est la transmission. Vous n'aurez pas droit au pognon, parce que sinon, il faut aussi que les Américains remboursent les Indiens pour leur avoir volé leur pays. Ça serait amusant de s'amuser, on va peut-être le faire en illustration, qu'un historien s'amuse à voir le chaos que ça produirait si tout le monde fonctionnait sur la repentance, le communautarisme victimaire et la logique de réparation. Alors je dis, c'est une absurdité. Ça n'a jamais existé et ça n'existe que pour la communauté juive organisée. Et en fait, c'est une escroquerie intellectuelle, une escroquerie historique et un moyen de raquette complémentaire de ce système usuraire qui est leur moyen traditionnel. Hein. Voilà, c'est une manière de voler de l'argent, de prendre du pognon. Hein, voilà. Mais pour les Noirs, c'est pas possible. Mais ce qui est intéressant, c'est que les mecs qui ont été le cran qui a été créé par le CRIF, vient de comprendre qu'il ne toucherait pas un rond. Et il s'énerve. Et on a vu récemment le représentant du CRAN s'énerver devant Elisabeth Lévy. Et vous dites que le ministre a eu un discours agressif concernant l'islam, ce qui est une entrave à la liberté de conscience. Et plus loin, le ministère semble agir plus positivement en faveur de la religion juive. Vous assumez ça ? Absolument, parce que c'est quand même assez grave. Qu'il a sommé d'ailleurs de dire à qui il adressait sa colère. Mais surtout, il y a une petite question, si vous voulez, à laquelle il faut absolument me répondre. S'il n'y a pas assez d'eux, eh bien, monsieur, il faut nous dire de quoi il y a trop. C'est tout. Parce que là, on sait que c'est là qu'on bascule dans le diodonisme ou le soralisme. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. S'il n'y a pas assez de, il y a trop de qui ? Et personne, il y a le rappeur de service, il n'y en a aucun qui ose dire exactement ce qui démange tout le monde. À la télé, quand j'allume ma télé et que je vois que c'est toujours les mêmes, j'en ai ras-le-bol, ça ne m'intéresse pas. Bien. Parce que il y a des gens qui ont le monopole de ce truc, qui se font leur petit truc entre eux et qui oublient que la France, elle est diverse et qu'il n'y a pas que. Donc il y a un moment, il faut nommer les choses, d'accord ? Il y a trop de toi et de ce que tu représentes. Tu vois, c'est facile à dire, oui. Parce qu'effectivement, elle sait que dire ça, c'est effectivement la marginalité, c'est le cachot, enfin c'est la souffrance, parce que c'est s'attaquer au mensonge, au pouvoir et au mensonge, et au pouvoir par le mensonge et au vrai pouvoir. Hein, voilà. Donc c'est intéressant effectivement, pour conclure, de voir effectivement que le système qui nous domine admet effectivement que la souffrance des Noirs est incommensurable, et comme elle est incommensurable, elle n'est pas chiffrable, donc ils toucheront pas un copec. Voilà. Et je dis quelque part, bien fait pour votre gueule. Ça vous apprendra exactement comme Erdogan, comme tout cela, à avoir été complice de gens qui vous méprisaient, qui vous manipulaient, en espérant finalement, par la complicité dans cette malhonnêteté, toucher un petit billet en allant racketter finalement l'ancien paysan français et le sédentaire français ultra productif. Et finalement, c'est bien fait pour votre gueule, vous toucherez rien. Et maintenant, prenez-vous-en, par votre colère, à ceux qui vous ont manipulé, et cessez d'emmerder le français, qui majoritairement était un paysan de la Creuse, qui travaillait la terre, qui était un des plus gros travailleurs que le monde ait fourni. C'est pour ça que la France est un très grand pays, et il suffit de regarder la campagne française pour voir que c'est un magnifique jardin dont il n'y a pas l'équivalent au monde, hein, parce que le français est un très très gros bosseur, sédentaire, voilà, et qu'il a jamais persécuté le moindre noir de toute quand on fait des recherches de type tribal, c'est-à-dire de responsabilité collective et transmissible, vous trouverez très peu chez les paysans français de gens qui ont participé non seulement à l'épopée coloniale, mais à la spoliation coloniale ou à la traite négrière. Je rappelle que la traite négrière a enrichi des familles de Nantes et de Bordeaux, et notamment la famille Mendès-France. Hein. Voilà. Faut le rappeler. Hein. Voilà. Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste et éditeur.
Alors je voulais faire une analyse psychopathologique d'Alain Soral, parce que depuis que j'ai commencé à m'occuper de son cas, il y a 2 mois maintenant, c'est un peu triste de voir ce garçon qui, la déchéance, inversement proportionnelle d'ailleurs aux audiences de ses vidéos, donc de plus en plus de gens sont au courant qu'Alain Soral ment, qu'Alain Soral est lâche, qu'Alain Soral raconte n'importe quoi. Là, je pense, tombé sur un gros morceau, parce que dans l'une de ses vidéos, notre cher Alain Soral se compare, ne rions pas, à Jean Moulin. Alors, bon... Jean Robin, vous êtes éditeur, journaliste, fondateur du site Enquête et Débat. Vous êtes l'auteur d'une 15aine de livres. Le premier, c'était Avoir 20 ans en France. Il est paru en 2000. Les 2 derniers sont le Livre noir de la gauche, qui réunit les faits les plus accablants, d'après vous, pour la gauche française, et pour un antiracisme de droite, dont il sera question tout à l'heure. Ouais, alors ça c'est assez rigolo, enfin, on va se détendre 5 minutes. On a vu que Tadei s'était fait mettre la pression récemment avec l'histoire « Vous invitez Dieudonné Soral » alors qu'il ne nous a pas invité depuis 2 ans et demi. Je me demandais en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades. Et pourquoi vous continuez de donner la parole et d'offrir une tribune publique à des personnes comme celle-là? Je comprends même pas qu'on me pose la question. Et on a vu que depuis qu'il avait été un peu secoué comme ça, si vous regardez l'évolution de ses invités en termes de communauté... Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais avec Emmanuel Todd. Vous êtes politologue, historien, démographe. Daniel Cohn-Bendit, il y a 45 ans jour pour jour, était fondé le mouvement du 22 mars qui allait être à l'origine de la révolte de mai 68. Alain Finkielkraut, vous êtes philosophe, vous êtes l'auteur de La défaite de la pensée, du Mécontemporain, de Qu'est-ce que la France? Ruvenogien, vous êtes philosophe, vous publiez 2 nouveaux essais. Esther Benbassa, vous êtes historienne, spécialiste de l'histoire du judaïsme. Jean-Pierre Le Goff, vous êtes sociologue. Éric Zemmour, Elisabeth Lévy, vous êtes la... Là, on a pratiquement le même quota que chez Arthur ou chez Hanouna maintenant. Voilà. Donc il a bien compris le message. Comment s'en sortir? Jacques Attali et Jean-François Kahn sortent tous 2 en même temps 2 livres-programmes pour nous dire ce qu'il faut changer dans ce pays en chacun de nous. Et alors on a vu inviter récemment un type qui est quand même, nous on le sait, c'est un sujet de plaisanterie, qui est Jean Robin, qui a une crédibilité en tant qu'intellectuel. Or, on l'a peut-être oublié, mais la loi Guesso, c'est une loi qui a été votée par un communiste, d'accord? Donc, qui porte d'ailleurs son nom. Hein. Guesso, c'était un communiste qui a été ministre des Transports, et il n'y a pas plus communiste. Bon. Donc, ce que ça signifie, c'est que Alain Soral est communiste. Il a fait partie du Parti communiste français. Et alors, quand on regarde un peu dans le détail, on se rend compte que ce cher Alain Soral a rejoint le Parti communiste l'année où la loi Guesso a été votée. Alain Soral peut dire tout ce qu'il veut aujourd'hui sur la loi Guesso. Le fait est qu'il a été le collaborateur de cette loi pendant toutes les années où il a été au Parti communiste français. Il a réussi enfin à se faire inviter chez Tadei. Moi, il me semble que la LICRA, dans les années 30, faisait la bonne démarche en incitant les Français à lire Mein Kampf. Je pense qu'il fallait lire Mein Kampf dans les années 30 pour savoir qui on avait en face. Donc Jean Robin a été adoubé intellectuel valable par l'émission de Tadei. Ce qui me fait marrer, c'est quand les Cohen disent que les cerveaux, moi j'ai un cerveau malade et que je ne mérite pas d'y être invité, ou Hanouna qui se permet de penser, qui pense, enfin de donner son avis. Là c'est assez drôle. Voilà. Le résultat des courses, c'est que maintenant Tadei invite Jean Robin, et Jean Robin était tout content d'être là, évidemment. Parce que comme je l'ai expliqué à M. Huster, il fallait lire Mein Kampf. Et si vous, ça ne vous intéressait pas de lire Mein Kampf dans les années 30 pour savoir qu'il y avait Hitler en face et qu'il fallait armer, c'est votre problème. Mais ça, c'est le problème de la gauche pacifiste qui a toujours déposé les armes de Jaurès, qui était un raciste aussi, un antisémite forcené, d'accord? Il était bien de gauche. Et le pire, je vais le dire, parce que je suis intellectuel, c'est qu'il a été le moins mauvais de tous, quand il a été invité sur sa réaction sur le mariage homo justifié par la sexualité des insectes. Parce que c'était ça le sujet de l'émission. Alors cette troublante similitude entre les êtres humains et les invertébrés, qu'est-ce que ça prouve, cette troublante similitude? Est-ce que ça prouve, d'après vous, que nous sommes des bêtes?
Ou est-ce que ça prouve que les bêtes ne sont pas des bêtes? Ou est-ce que ça prouve que ce qu'on appelle les perversités n'en sont pas, puisqu'elles sont dans la nature, donc elles sont tout à fait naturelles? Ce qui était grotesque avec la participation toujours pareil, de la conne de service qui était la fille Minelli, là. Non, c'est naturel. Non, une chose qui m'a surpris, il y a quelques années, 2-3 ans, qu'il y a eu une étude sur l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité existe chez les animaux? Beaucoup. Elle existe beaucoup. Il y a des études très précises qui ont dit que ça existe. Et c'est des études tout nouveaux. Et donc, maintenant, dire l'homosexualité est contre nature, c'est plus difficile. Exactement. Isabella Rossellini, qui est quand même... c'est une cruche, quoi, je veux dire. Et d'un seul coup, on valide le mariage pour tous, parce que sous prétexte que les pucerons s'enculent ou je sais pas quoi. Pire encore, ils ont trouvé des punaises dans certaines grottes du Mexique qui s'accouplent aussi du même sexe. C'est-à-dire, il s'accouple avec un mâle, lequel mâle met le sperme de celui qui l'a perforé dans son sang, et ensuite s'accouple avec une femelle, et comme ça le sperme, et leurs bébés vont avoir 2 pères. Voilà, 2 pères, 3 pères, 5 pères. C'est-à-dire que maintenant on va calquer la société humaine qui est le fruit du sommet de l'évolution en termes de matérialisme historique, et qui est éloignée du monde des protozoaires par des centaines de milliers d'années. On va dire que les sociétés humaines, on savait déjà que certains sociologues nous avaient dit que c'était chez les papous, ça se passait comme ça. Donc une société post-industrielle doit imiter les papous, c'est logique, c'est partie de sa logique de développement, mais après c'est les pucerons. Females don't need any genitals to mate. Stab me. Chase me. Mate with me. Seduce me. He is so strong and sharp. He doesn't need a vagina at all. Oh. He ejaculates in my wound. Via my bloodstream, the sperm will travel on their own to my ovaries. Nous, humains, on passe notre temps à vouloir labelliser ou étiqueter des comportements, des appartenances présumées au réel, alors que finalement, on peut se départir de ces assignations et on se rend bien compte que ce que nous, on nomme, on considère comme étant appartenant à une certaine norme ou relevant de la perversité, peut exister par ailleurs dans la nature. Sadomasochism excites me. Ce qu'il en ressort, c'est que l'idée d'avoir un fondement naturel de l'ordre social n'a plus aucun sens. Et le seul qui a une réponse intelligente, malheureusement, c'est Jean Robin qui a dit « les pucerons ne se marient pas ». L'homme est un animal politique. Je veux dire, je croyais qu'on savait ça, et que, par exemple, moi, je me suis marié vierge, vous voyez, par exemple. Quel animal va se marier vierge? Est-ce que vous avez un exemple? Parce qu'il n'y a pas de sacrement du mariage chez les pucerons, c'est pas une société historique. Et le mec a même pas, le crétin qui faisait le beau, n'a même pas compris ce qu'il voulait dire. Mais non, parce que le mariage n'existe pas dans le règne animal, vous voyez, vous êtes tombé dans mon piège. Il existe, c'est essentiellement les oiseaux. C'est essentiellement les oiseaux. Elles se marient les oiseaux, on apprend des choses. C'est essentiellement les oiseaux, les mammifères, c'est très rare. Pour te dire que on en arrive à un point où Tadei est obligé d'inviter Jean Robin, qui est à mon avis un aliéné, un demi-dingue, à son émission, mais qu'en plus, l'émission de Tadei est tombée tellement bas que c'était Jean Robin le moins mauvais sur le sujet pour lequel il était invité. Voilà. Et là, c'est là où on comprend le suicide de Vénère, effectivement, c'est que moi, j'arrive encore à rigoler un peu, mais ce monde absurde, répugnant, obscène, peut rendre fou de désespoir, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc Robin chez Tadei, on est content pour toi, mon petit Jean Robin. Tu l'as enfin eu, ta petite émission, en prime time ou en direct et sur la chaîne nationale. Voilà, on n'est pas jaloux, nous. C'était en début de semaine. Après avoir vigoureusement nié les faits, le grand rabbin de France reconnaissait que son livre 40 méditations juives plagiait entre autres plusieurs passages d'une universitaire américaine. Hier, c'est une autre révélation qui visait Gilbert Neim. Dans ses biographies, ce dernier disait être agrégé de philosophie. Un mensonge selon l'Express. L'hebdomadaire affirme avoir consulté les archives de la Société des agrégés de l'université. Bilan, pas la moindre trace de son nom. Le grand rabbin de France a fini par démissionner ce jeudi. Gilbert Neim avait de plus en plus de mal à se défendre ces derniers jours. Il a admis avoir commis plusieurs plagiats dans ses écrits et n'avoir jamais obtenu d'agrégation de philosophie.
C'est une crise grave pour le Consistoire de France qui représente la première communauté juive d'Europe. Je vais commencer par l'aspect technique, parce que pareil, il y a quelqu'un qui m'a écrit, le rabbin Bernheim s'est fait choper pour mensonge et plagiat, etc. Ce qui est marrant, c'est ce que ça étonne. Je veux dire, le mensonge est consubstantiel au talmudisme. C'est pas étonnant qu'il y ait un rabbin mente. Moi, ça m'a pas étonné beaucoup. Mais ce qui est marrant, c'est que là, je viens de recevoir un mail de quelqu'un qui me dit que normalement, le rabbin Bernheim qui devrait être poursuivi par l'État français pour usurpation. Alors je vais vous lire exactement ce qu'a dit le mec. Il m'a dit l'article 433-17 modifié par la loi 2009-1437 du 24 novembre 2009, article 50. Voilà, c'est cette loi-là. L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Voilà. Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante: interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 63-13-1 du Code du travail pour une durée de 5 ans. Bon, c'est un peu technique. Donc, le rabbin Gilles Bernheim a usurpé la qualité d'agrégé qui est un diplôme officiel. À ce titre, il tombe sous le coup de cet article et le procureur est en principe obligé d'engager des poursuites, ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Ce qui veut dire que c'est pas tout de dire le rabbin c'est un peu ridiculisé. Normalement, l'autorité publique qui s'acharne contre moi, je suis convoqué par des juges d'instruction jusqu'à Toulouse, je dois aller au tribunal de Bobigny, etc. Le rabbin Bernheim, c'est pas tout qu'il soit fait prendre la main dans le sac, c'est que normalement il mérite 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende et que le procureur a normalement obligation de le poursuivre. On fera remarquer que ça ne se fait pas. Et qu'en fait, depuis 1945 et depuis que l'UGIF est devenu le CRIF, tout ce qui touche à la délinquance, de la communauté organisée, est jugé finalement à côté et en dehors de l'État républicain. C'est le scandale de la libération, c'est-à-dire par des tribunaux rabbiniques, qui ne disent pas leur nom. Puisque finalement l'UGIF a échappé au procès de collaboration. Ça a été un jury d'honneur où ils se sont arrangés entre eux. Et qu'en réalité, on voit bien que cette République française n'est pas tout à fait la République française, ou là il faut la comprendre au sens de Payon, et qu'il y a non seulement un 2 poids 2 mesures, une double allégeance et une double éthique, mais aussi une loi à 2 vitesses selon qui bafoue la loi. Voilà. Normalement, je le dis bien, le rabbin Bernheim, c'est pas seulement déshonoré et ridiculisé. Normalement, il doit être poursuivi par la loi et gravement. Voilà. Or, vous pourrez vérifier que ça ne se fait pas et qu'aucun procureur n'osera poursuivre le rabbin Bernheim parce que tout ça se règle à l'intérieur de la communauté, dans quelque chose qui ne dit pas son nom mais qui renvoie finalement à ce qu'était le pouvoir juif dans la Pologne dans la Pologne du XVIIIe siècle, c'est-à-dire que les affaires juives sont jugées entre juifs par des tribunaux rabbiniques et échappent à la justice du prince. Et en réalité, on en est là sur des tas de sujets. On en est là sur des tas de sujets. Il y a absolument des Attali, des Minc, etc. Normalement, ne devrait plus avoir le droit de plastronner comme ils plastronnent si effectivement la justice n'était pas à 2 niveaux. Voilà. Donc, petite remarque préliminaire sur le rabbin Bernheim. Où en sont les poursuites? Voilà. Après, il y a un sujet plus intéressant, c'est comment se fait-il que le rabbin Bernheim soit tombé comme ça? Or, je le dis clairement, ceux qui ont fait tomber le rabbin Bernheim, c'est ceux qui savaient la vérité sur lui, c'est-à-dire ses propres corélégionnaires. En fait, le rabbin Bernheim est tombé parce qu'il s'était prononcé, et à l'oral et à l'écrit, contre le mariage pour tous. Mais en quoi le mariage homosexuel et l'adoption par les couples homosexuels sont-ils un progrès? Ce sont des changements de normes sociales et juridiques. À mes yeux, ce ne sont pas des progrès. Parce qu'il est encore, on va dire, un juif relativement attaché au judaïsme traditionnel, bien qu'il soit sioniste, donc il est partiellement détraditionnalisé, mais il était contre le mariage pour tous, car je vous rappelle que le judaïsme est une religion profondément, comme toutes les religions traditionnelles, homophobe et misogyne. Évidemment, c'est-à-dire tout ce qu'on reproche à l'islam vient du Lévitique. Et ça vient tout ce mépris du corps, ce mépris de la femme, ce flicage de la sexualité normée, etc., vient du monothéisme abrahamique. Faut pas oublier. Donc, on peut le reprocher aux catholiques, on peut le reprocher aux musulmans, mais ça vient du judaïsme. Et Bernheim, cohérent avec sa religion, comme le disait bien Suttruck d'ailleurs à l'époque. Alors les couples homosexuels, pareil, vous n'êtes pas d'accord? Ben non. Là. Parce que j'estime que c'est un échec du point de vue de l'égoïsme. Parce que
être homosexuel, c'est-à-dire du même sexe, c'est se replier sur soi. Je trouve que le mariage hétérosexuel est une expérience très enrichissante, très belle, et que d'abord, être homosexuel, c'est d'un égoïsme fou, puisque ça veut dire qu'après vous, le monde s'arrête. Pour eux, les PD sont des dégénérés, et normalement, ils doivent être châtiés par le pouvoir religieux, qui d'ailleurs, chez les Juifs, est un pouvoir politique, également, comme dans l'islam, il faut le savoir. Donc, le rabbin Bernheim s'était prononcé clairement contre le mariage homo. Il a été finalement mis hors jeu en étant disqualifié comme menteur et usurpateur par les gens qui pouvaient le dire, parce que beaucoup de goïms le savaient, mais n'auraient pas osé attaquer le grand rabbin de France. Évidemment, c'est comme s'attaquer au prince quand on est un manant sous l'Ancien Régime. Voilà. Et qui c'est qui l'a flingué? C'est la bande à Pierre Berger, c'est une évidence. Qui eux sont, on va dire, des juifs modernistes, qui sont derrière le mariage pour tous, et que, en étudiant la question, notamment en écoutant ce que nous dit Salim, sont en fait des gens qui pratiquent un judaïsme de type satanique, qui s'appelle le frankisme ou le sabbataïsme, qui prône la rédemption par le péché. Jacob Frank, le faux messie. Qui est Jacob Frank? Jacob Frank, c'est la deuxième réincarnation, selon lui, parce qu'il croit en la réincarnation. Alors ne me demandez pas à quoi ça sert tout ça, comment ça se fait, c'est débile, je comprends pas. Vous pouvez pas comprendre, ça n'a aucun sens. C'est une sauvagerie sans nom. Après, je vous expliquerai ce qu'ils font. Donc Jacob Frank, c'est la deuxième réincarnation, un siècle après, et lui, il va infiltrer l'église catholique polonaise. Ça va être exceptionnellement rapide. Pourquoi? Parce que immédiatement, il va être anobli. Donc ils vont accéder au plus haut poste de la noblesse, militaire, etc., etc. Warburg, les Oppenheimer, Brzezinski, Rothschild sont tous des franquistes. Et les franquistes, qu'est-ce qu'ils font? Les sabbataïstes, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils pratiquent l'inceste, la sorcellerie, la cabale, le crime rituel. Et c'est eux qui ont mis en place tout le rituel maçonnique. Et tout ça est explicite quand on regarde l'affaire notamment du pasteur Doucet et la bande dessinée de Yves Saint-Laurent qui s'appelle La Vilaine Lulu, qui sont des moyens de comprendre effectivement à quoi s'est heurté et qui finalement a mis sur la touche le rabbin Bernheim. C'est finalement un juif d'un judaïsme, on va dire encore traditionnel, qui a été flingué par ce nouveau judaïsme qui correspond à la modernité et qui s'appelle le frankisme. Jacob Frank, qui lui est né en 1726 et mort en 1791, et lui et ses disciples, 10 à 20 000 personnes, se sont faussement convertis au catholicisme. Une apparence catholique, rejeter une partie du judaïsme, le Talmud, tout en faisant du catholicisme un catholicisme frelaté. L'expression utilisée par ces gens-là pour activer le retour du Messie, c'est la rédemption par le péché. Faire le mal en vue d'un bien. Et quand je dis faire le mal, c'est tout. Partout, tout ce que vous voulez, de plus tordu, de plus salace. C'est le mélange du bien et du mal, de la perversion et de l'inversion. Ce qui est absolument incroyable, c'est de voir que ces gens-là ont trompé énormément de monde. Donc en fait, nous avons bien là un règlement de compte entre deux visions, on va dire, du judaïsme, une vision traditionnelle et une vision moderne qui est totalement sataniste, je le dis, voilà, qui est ce qu'on appelle, on mettra des liens, ce qu'on appelle la déviation et la perversion franquiste du judaïsme, qui correspond d'ailleurs à l'époque contemporaine. Voilà. Ce n'est pas explicable autrement. Pour faire le mal, je vous demande une chose. Apprenez à faire le mal. De manière subtile, perverse, en réfléchissant, en mélangeant avec le bien, évidemment, je mets des guillemets. Mais je veux dire par là que le mal le plus efficace, c'est ça. Car ça vous verra les esprits comme une roue voilée. La roue, elle est là, mais elle est voilée. Et ça pervertit des générations, ça pervertit des politiques temporelles et spirituelles. Donc il faut vraiment connaître ça parce qu'on comprend beaucoup mieux l'évolution du monde. N'oubliez jamais, ce sont les minorités qui font l'histoire, en bien comme en mal. La masse, elle fait que suivre. Alors quand le meneur est bien, tant mieux. Quand le meneur est mauvais, l'humanité le paie.
Blague de potache ou grave manquement, ce qu'a filmé un visiteur dans les locaux du syndicat de la magistrature, classé à gauche, embarrasse toute la profession. Une cloison épinglée de photos, surtout des personnalités de droite, est baptisée le mur des cons. C'est un visiteur anonyme qui aurait filmé cette vidéo avant de la diffuser. Le mur des cons, situé au siège du syndicat de la magistrature, épingle des hommes politiques quand ils ne les injurient pas. Brice Hortefeux, par exemple, est surnommé l'homme de Vichy. Mais il y a aussi des intellectuels et des journalistes que le syndicat ne porte pas dans son cœur. Est-ce que les coupables désignés par avance sur ce mur auront droit à une justice équitable? Allez-vous saisir le Conseil supérieur de la magistrature pour engager les sanctions administratives? Oui, alors par une indiscrétion d'un journaliste qui s'est amusé à filmer les locaux du syndicat de la magistrature. Je rappelle que 40% je crois des magistrats sont membres du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat d'extrême gauche, qui correspond un peu aux antifas comme intelligence politique et comme vision du monde, ce qui est un peu inquiétant quand on voit la bêtise de l'idéologie du syndicat de la magistrature, de penser que 40% des magistrats sont membres de ce syndicat et qui se font plaisir en ayant dans leurs locaux syndicaux un mur des cons. Et sur ce mur des cons, j'y suis, voilà, je suis en photo. Donc ce qui est intéressant, c'est que moi je passe régulièrement au tribunal, et notamment je vais aller au tribunal bientôt, envoyé par Louis Alliot, qui est la branche sioniste du Front National, parce que je l'ai traité de con du mois, dans une vidéo, voilà. Donc je risque d'être jugé, parce que 40% des magistrats sont du syndicat de la magistrature, par un magistrat qui m'a lui-même mis sur son mur des cons. Donc ça va être intéressant, parce qu'à la limite je vais pouvoir demander, pourquoi pas, j'en discuterai avec mon avocat, mais de récuser, de demander si un des magistrats qui est là est membre du syndicat de la magistrature, et dès lors le récuser parce qu'il est jugé parti et pour partialité, voilà. Et puis deuxièmement, je vais demander comment je peux être condamné par un tribunal pour avoir dit qu'il y avait des cons du mois, alors qu'eux-mêmes s'amusent à avoir ces magistrats ont un mur des cons dans leur local syndical, voilà. Donc finalement d'être sur le mur des cons du syndicat de l'administration est une fierté. Il y a Dieudonné qui il y a plein de gens, c'est assez incohérent. Il y avait même le père de la fille qui a été massacrée et violée dans le métro là. Sur le mur figurent aussi des parents d'associations de victimes comme Philippe Schmitt, le père d'Anne Lorraine, assassiné dans le RER en 2007. De qui se moque-t-on ? En quoi un père de victime deviendrait une cible pour un syndicat de magistrats? Mais c'est le monde à l'envers. J'ai pas vu de photos de violeurs, j'ai pas vu de photos de récidivistes, j'ai pas vu de photos de criminels. J'en déduis donc que pour ces magistrats, c'est pas la cible. Et ces gens sont tellement irresponsables et dégueulasses qu'ils se sont permis de mettre le père de cette fille sur le mur des cons. C'est pour vous dire le niveau de dégueulasserie. Ça rappelle un peu la cruauté des proches de Mélenchon qui se réjouissent que Marine Le Pen se brise les os en tombant dans sa piscine. Il y a une espèce de cruauté sadique de gens qui se permettent d'être absolument ignobles dès lors qu'ils pensent qu'ils ont une légitimité politique. Ça rappelle beaucoup d'ailleurs tout ça, la cruauté des bolcheviks et donc des judéo-bolcheviks décrite par Solzhenitsyn dans 2 siècles ensemble. On voit que ces gens qui sont dans cette idéologie mondialiste de la table rase et d'un marxisme finalement assez dévoyé et très tribalisé, sont d'une cruauté physique et d'une haine envers tout ce qui n'est pas eux, et d'une certitude, au sens... ils ne doutent jamais d'eux-mêmes, cette absence de doute qu'on retrouve chez la communauté des élus, où ils ne doutent jamais d'eux, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais responsables de rien, ils n'ont jamais de faute, tout le monde a tort sauf eux, c'est une constante, voilà, qu'on retrouve chez ces cons là, du syndicat de la magistrature, chez Mélenchon, chez ces trotskistes dévoyés, et que décrit très bien... comment dirais-je, Solzhenitsyn, dont je rappelle est prix Nobel de littérature, et encensé pendant des années par BHL jusqu'à ce qu'il ne serve plus rien à la communauté des élus, et qui a bien montré que toute la violence bolchevique, qui est incommensurablement supérieure à la violence hitlérienne, quand on fait des statistiques sérieuses, sauf à penser que certains hommes valent plus cher que d'autres. Effectivement, qu'il y a crime contre l'humanité quand on touche à certains élus, mais si un homme vaut un homme, comment dirais-je, l'épopée soviétique fait beaucoup plus de morts que l'épopée hitlérienne. C'est vérifiable, puisqu'il y a même un bouquin qui est sorti sur les 100 000 morts, là, ça se discute, mais c'est marrant, quand on lit Solzhenitsyn, lisez Solzhenitsyn 2 siècles ensemble, vous verrez que Solzhenitsyn, de façon sourcée et indiscutable, c'est pas la littérature, montre bien que toute la violence bolchevique et l'incroyable dimension sanguinaire du bolchevisme est liée en grande partie au judaïsme, ce qui se vérifie parfaitement par l'épopée hongroise de Béla Kun, par exemple. Voilà. Et que finalement on retrouve cette même haine et cette même violence chez les agitateurs d'Antifa,
Hein, on va pas reciter les noms. Chez les trotskars dévoyés là, comme Mélenchon. Et effectivement, cette cruauté qu'on retrouve en dernière instance là, chez ces gauchistes du syndicat de la magistrature, dont la violence et le mépris est égal à leur immaturité politique. Et ce qui est très, très, très inquiétant quand on voit que 40% des magistrats sont membres de ce syndicat, d'adolescents attardés, gauchistes, stupides, et c'est peut-être pas pour rien finalement, est-ce qu'ils ne méritent pas finalement Taubira comme garde des Sceaux? On peut peut-être dire que finalement elle est à sa place. Voilà.